Nouveau panel qui sera animé par François Bédard, notre partenaire du Conseil canadien d'identification et d'authentification numérique. Donc, François sera votre hôte pour tout le reste de l'après-midi et animera chacun des différents panels avec ses invités. Donc, je vous rappelle quelques petites consignes. Si jamais vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez surtout pas à les écrire dans le chat et je me chargerai de les poser ensuite à nos intervenants. Par la suite, pour tout le reste de l'après-midi, comme pour les sessions précédentes, c'est important, une fois que la session se termine, de retourner dans les autres sessions pour démarrer la session suivante, car les sessions ne se suivent pas automatiquement. Donc, une fois que cette session-ci sera terminée, simplement retournez vous connecter dans la prochaine session. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à François Bédard du Conseil canadien d'identification et d'authentification. Bonne intervention. Merci Maude. Un vrai privilège d'être ici encore. Puis merci de m'avoir répondu à notre invitation pour prendre justement cette place-là dans le cadre de la Semaine de la francophonie. Je vais aussi vous introduire à ma collègue et aussi ma complice qui est Joni Brennan, qui est la présidente du DIAC. Joni, you are on the West Coast. You can say hi in French or in English. And basically, what is the Kickstart message for the community? Perfect. Bonjour et bienvenue. Je suis Joni Brennan, présidente du Conseil canadien d'identité numérique et d'authentification. Le CIAM par FECO. D'abord, je suis désolée, je ne parle pas très bien le français. Alors, aujourd'hui, nous nous réunissons pour des discussions critiques sur les défis et les avantages des identités numériques pour la société et l'économie. Nous nous rassemblons pour relier l'effort des représentants des francophonies qui assurent le leadership du Canada et du monde entier. Merci de prioriser votre temps pour ces discussions importantes et les actions à suivre. Vos idées, votre leadership sont des contributions importantes et uniques à l'écosystème numérique mondial. Bonne semaine de la francophonie et merci. Merci beaucoup, Joni. C'est très, très, très chaleureux comme message et je ressens aussi l'ambition de vouloir contribuer et amener le débat encore plus profondément. Puis, pourquoi pas auprès de la francophonie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps. Un grand merci d'être là, Joni. J'ai envie de vous présenter mes complices et mes collaborateurs qui se sont joints à cette première rencontre-là. On a plusieurs sessions avec des contenus super intéressants au cours de l'après-midi. Mais aujourd'hui, le premier thème, puis je vais vous présenter mes collaborateurs par la suite. On parle d'éducation, confiance, transparence dans la gestion des données numériques, mais aussi on va vous parler de la loi 6 et comment ça s'applique au niveau du citoyen aussi. Avec moi sur ce panel, des complices aussi, que je vous présente. Pierre Roberge, qui est le fondateur aussi du Laboratoire d'identité numérique. Bonjour Pierre. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Et il y a Marc Vézina, qui est le directeur de l'architecture d'entreprise gouvernementale, qui est architecte d'entreprise en chef au ministère de la cybersécurité du numérique, qui est dans le fond ce qu'on appelle en bon québécois le ministère de la cybersécurité et du numérique au Québec, et qui, dans le fond, existe depuis le mois de janvier 2022, avec la création qui est tout à fait récente, qui est dans le fond l'application de la loi 6. Bonjour Marc. Marc va sûrement se connecter, on va régler le problème de son. Pierre, j'ai envie tout de suite, j'ai envie de commencer avec toi sur le rôle du laboratoire au Canada, sa fonction, son ambition, qu'est-ce que ça fait, et ultimement, en quoi... pourquoi tu es ici et en quoi le laboratoire contribue à cette espèce d'accessibilité aux données, puis qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que le lab offre à la communauté? Merci François. Le laboratoire d'identité numérique, c'est une organisation qui est unique au Québec, qui est unique au Canada. On est unique dans le focus qu'on a sur l'identité numérique. Le laboratoire, c'est une OBNL, c'est une organisation sans but lucratif qui existe pour favoriser l'adoption de l'identité numérique. Et la façon qu'on fait ça, c'est en appuyant les organisations des secteurs publics et du secteur privé dans des efforts de conformité et d'interopérabilité des solutions d'identité numérique. Il est généralement
généralement, les organisations reconnaissent qu'il va y avoir plus qu'une solution, plus qu'une solution, dépendant du cas d'utilisation, dépendant de la géographie. Donc, le laboratoire est là pour s'assurer de la conformité entre les différentes solutions qui peuvent être utilisées par le citoyen. Puis la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est qu'on veut s'assurer que l'identité numérique demeure centrée sur le citoyen et qu'on ne se retrouve pas d'avoir d'autant d'applications sur notre téléphone mobile qu'on a d'identité ou de relations avec différentes organisations. Le laboratoire prend la version, la définition large de l'identité numérique. On appuie les efforts d'identité numérique citoyenne des organisations et des objets. Le laboratoire, on n'est pas un incubateur, on ne développe pas de solution d'identité numérique, on ne vend pas de solution d'identité numérique, on est vraiment là à l'appui des acheteurs et des consommateurs de l'identité numérique qui vont vouloir s'assurer que leur solution soit conforme aux meilleurs standards, aux différents standards de l'industrie. Je vais commencer avec ça. Merci Pierre. J'ai envie de donner aussi la parole à Marc pour qu'il puisse un petit peu nous éduquer sur le rôle du ministère par rapport à la loi 6. Marc, à toi de nous dire un petit peu, c'est quoi les grands axes de ce qu'on va entendre de plus en plus dans l'industrie, mais ultimement, le rôle du gouvernement du Québec avec ce ministère et comment vous allez appliquer, dans le fond, vos actes d'intervention dans une démarche aussi citoyenne. Mais on est très curieux d'entendre un petit peu ta version de ce que le ministère devra accomplir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et même les prochaines années. C'est bon. Est-ce que tu m'entends bien, François? Oui? Oui, je t'entends très bien. Excellent, excellent. J'ai eu un petit problème avec mon son. Alors, écoutez, le ministère de la cybersécurité et du numérique a été créé. C'est une première, je dirais, en tout cas canadienne et voire même peut-être mondiale. L'objectif du ministère, dans le fond, sa mission, ses mandats, c'est beaucoup de diriger, de coordonner les actions de l'État dans le domaine de la cybersécurité et du numérique. Quand on parle du numérique, un des éléments forts ou des dossiers forts qu'on a, c'est vraiment le dossier d'identité numérique sur lequel on travaille très, très fort. Vous avez entendu l'automne dernier le premier ministre parler dans son discours inaugural de l'identité numérique comme étant une priorité. Aussi, naturellement, le gouvernement ou le MCN va proposer au gouvernement des grandes orientations en matière de cybersécurité numérique. Va s'adjoindre aussi des collaborateurs pour agir en priorité, conseiller le gouvernement et les organismes publics là, sur différents aspects. On va proposer aussi au gouvernement et à tous les OP des mesures pour accroître l'efficacité et comment lutter adéquatement contre les cyberattaques, les cybermenaces. Donc, il y a vraiment une grande tangente de cybersécurité, mais il y a aussi tout l'aspect des fondations. Je parlais d'identité numérique, il y a tout l'aspect des fondations numériques qu'on appelle, qui sont des éléments qui vont permettre, voyons ça un peu comme des blocs légaux, qui vont permettre à des organismes publics de se concentrer de plus en plus sur leur mission ou leur service à la clientèle et pouvoir utiliser ces fameux blocs-là de leur côté pour ne pas être obligé de redévelopper des éléments de base, tels qu'entre autres tout le système qui est en lien ou la solution qui est en lien avec l'authentification, l'identification et tout le lien de l'identité numérique. Merci Marc. Et on peut comprendre que c'est aussi un projet de société, donc c'est pas juste la technologie. Ce qu'on aimerait aussi entendre, c'est clair qu'il peut avoir, c'est une nouvelle gouvernance à la limite parce que l'État a quand même une responsabilité d'authentification et d'identification de qui sont les citoyens à partir de ce que l'on a aussi comme actif, certificat de naissance, permis de conduire, assurance maladie, puis même diplomation, puis ça peut aller jusqu'aux ordres professionnels. Mais avec ce que le Québec est en train de faire, est-ce que vous collaborez avec d'autres provinces et aussi d'autres pays? Et comment vous vous arrimez dans cette dynamique de ce qu'on peut appeler dans cette nouvelle interopérabilité de système et ultimement, comment ces écosystèmes-là se greffent à vos systèmes? Puis ultimement, ça va être quoi ce mix-là éventuellement? De collaborateurs publics-privés, puis comment tout le monde y retrouve son intérêt, parce que son compte, à la limite, ou même mon compte à moi, c'est-à-dire je paye des comptes, mais dans une dimension citoyenne, comment on se retrouve là-dedans? C'est pas un petit carré de sable, là, c'est majeur comme transformation. Non, tout à fait. Et le gouvernement du Québec, dans sa vision, n'a pas l'intention de travailler tout seul.
Au contraire, on collabore beaucoup, puis t'en parlais François, là, avec d'autres provinces, plus particulièrement l'Ontario et la Colombie-Britannique, avec qui on a une bonne collaboration, qui pour l'instant est beaucoup axée, je dirais, oui, on regarde tout l'aspect de la technologie ou des éléments qui peuvent venir appuyer l'identité numérique, mais aussi on a pris un angle de vraiment expérience utilisateur qui est super intéressant, pour s'assurer que ça soit et de un quelque chose qui est très bon du côté de l'expérience utilisateur, mais aussi ce qui est super, super primordial, c'est d'avoir une collaboration ou de mettre tout le secteur privé aussi à contribution parce que c'est avec eux et c'est à force que l'identité sera utilisée que ça va devenir de plus en plus une fondation qui va être puissante. Donc, faut voir avec eux c'est quoi les cas d'affaires. C'est pour ça que là, on s'assure, on s'éloigne un peu de la technologie, quoique pour l'interopérabilité, c'est très important, mais on va vraiment vers les fameux use cases qu'on dit pour voir exactement où est-ce qu'il y a des choses payantes, tant pour l'utilisateur, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, il y a une belle collaboration aussi à ce niveau-là. Au niveau du Québec, on a mis en place, entre autres, une espèce d'écosystème qui nous permet d'interagir avec différentes compagnies du secteur privé qui sont du domaine des financiers, du domaine des assurances, des telcos. Donc, ça nous permet de savoir exactement c'est quoi les besoins qu'ils ont et en même temps de prendre en considération toutes les préoccupations et de pouvoir aussi travailler à ce qui va être fourni. Tu parlais tout à l'heure d'informations qui proviennent du gouvernement pour l'identification, que ça soit reconnu par ces entités-là comme étant des informations qui sont des informations intègres et de confiance. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette démarche-là, puis tant mieux si le Québec peut être un leader dans cet écosystème-là, je pense qu'au départ, vous procédez à faire des dossiers d'affaires qui s'organisent autour de cas d'usage, de use case, donc des cas d'usage, et après d'évaluer quelles seront les technologies qui vont être capables d'amener ces cas d'usage-là, mais dans un dossier d'affaires. Un dossier d'affaires, ça peut être en étant plus efficace, en étant plus résilient, en protégeant nos infrastructures. Pierre, j'ai envie de te faire un clin d'œil quand on parle de cas d'affaires et quand on parle de use case, avec ce qui se passe, avec cette transformation-là. Comment tu abordes ça au niveau du laboratoire, toi, au niveau des cas d'usage? Est-ce que c'est la première démarche que tu suggères pour accompagner une société ou un écosystème à se transformer? Comment tu te positionnes? Parce que ce que je trouve de fascinant, puis ça fait 2 ans que je contribue à l'écosystème de DIAC au niveau de la francophonie, le nombre d'acronymes que j'ai entendus en 2 ans, c'est plus que les 25 dernières années. Puis c'est très bancaire, c'est très transactionnel, c'est plein de trucs. Puis, encore une fois, personne ne comprend vraiment. Les geeks, on est très satisfaits parce qu'on est en train de voir. Donc, ça revient à un petit peu notre panel, tu sais, éducation, confiance et transparence. Mais par quoi on commence, Pierre? Parce que je t'adore, tu es comme mon geek de service avec le laboratoire, là. Mais les use cases, les cas d'usage, ça commence où puis ça finit où? Puis jusqu'où le laboratoire contribue à opérationnaliser ces cas d'usage-là? Il y a beaucoup de matériel à couvrir. Premièrement, je pense que c'est important pour l'audience, pour les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, de comprendre que notre identité, numérique ou non, elle est façonnée par le secteur public et le secteur privé. C'est le gouvernement qui me donne un permis de conduire, le droit de conduire. C'est le secteur privé qui confirme que je suis bien assuré pour être capable de conduire mon véhicule sur la route. Donc, il y a plusieurs cas comme ça où ce qu'on voit que des fois, je suis Pierre Roberge, je suis le père de Vincent, je peux être Pierre Roberge, citoyen québécois, je peux être Pierre Roberge, conducteur automobile. On a plusieurs aspects à notre identité, dépendant du contexte. Et encore là, dépendant du contexte, ça va être façonné ou ça va être appuyé par le secteur public ou le secteur privé. Et c'est pour ça que je disais en introduction que il n'y aura pas de solution unique, il n'y aura pas un standard unique, il n'y aura pas une solution unique parce que les cas d'utilisation et les géographies, l'endroit où ce que le cas d'utilisation va avoir lieu, va avoir un impact sur les solutions qui sont les plus appropriées.
La façon dont on ouvre un compte de banque au Canada est différente de la façon qu'on ouvre un compte de banque aux États-Unis, qui est différente de la façon qu'on ouvre un compte de banque en Chine. Donc, si les requis techniques, si les requis juridiques sont différents, alors il y a des solutions qui vont devenir plus appropriées ou fournir une meilleure utilisation, une meilleure expérience usagée aux citoyens. Je pense que l'interopérabilité, faut faire une distinction entre la conformité et l'interopérabilité. La conformité, ça nous dit qu'une implémentation, elle est conforme à un standard ou à quelque chose qu'on est capable de référer à. Mais la conformité n'est pas un gage d'interopérabilité. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, la conformité, ça s'applique vraiment à une solution, à une chose. C'est une boîte, c'est un morceau de Lego. L'interopérabilité, c'est quand on met plusieurs morceaux de Lego ensemble et on s'assure qu'ils fonctionnent ensemble. Et ça veut pas dire, on peut imaginer, on peut avoir deux blocs Lego, mais ils sont pas exactement à la même grosseur. Ben, ça fonctionnera plus. C'est le même concept, ils sont alignés, mais on n'est pas capable de les connecter ensemble. Ça devient excessivement important. L'interopérabilité elle-même, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. On peut l'avoir, l'interopérabilité entre interprovinciales. Est-ce que moi, comme Québécois, je suis capable de m'identifier, de démontrer, de partager mes informations avec le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement de la Colombie-Britannique? On peut le voir de cette façon-là. On peut le voir, est-ce qu'on est capable de partager nos documents identitaires entre le secteur public et le secteur privé? C'est une autre façon de le voir. On peut penser à la technologie, on peut penser à la gouvernance. C'est quoi un document à haute valeur qui a un niveau d'assurance X? C'est quoi l'équivalent dans une autre province, dans un autre pays? Donc, il y a tous ces aspects-là, il y a toutes ces différentes façons-là de mettre les blocs Lego ensemble, dépendant de la société qu'on veut construire. Il y a des façons de le faire, mais il faut l'identité, c'est pas, on n'a pas de besoin de s'identifier à nous-mêmes. À la limite, on n'a pas besoin vraiment de s'identifier. À un moment donné, on va s'identifier avec nos voisins, mais c'est comment qu'on est capable d'avoir notre vie, d'être capable d'avoir des échanges, des transactions avec des organisations, des personnes qu'on connaît pas nécessairement ou qu'on n'a pas nécessairement un contrat avec cette organisation-là. Et c'est à ce moment-là que des cadres de confiance, comme celui du DIAC, le cadre de confiance pan-canadien, appuient et aident les différentes organisations et aident les citoyens à être capables de transiger de façon numérique en confiance. Et quand je dis transiger, puis je vais conclure là-dessus, l'identité numérique, on peut l'utiliser clairement, on peut l'utiliser en ligne, mais on peut aussi utiliser l'identité numérique en personne. Donc, je pourrais présenter un permis de conduire numérique pour démontrer que j'ai plus que 19 ans. C'est pas dans le domaine, c'est pas en ligne, c'est pas sur l'Internet, c'est vraiment personne à personne, mais c'est une façon de présenter mon information, de partager mon information qui donne... Il y a beaucoup de choses que l'identité numérique fait mieux que l'identité sur papier ou sur plastique. Donc, je pense que c'est un des grands avantages puis c'est une des raisons qui appuie les investissements du secteur public et du secteur privé là-dedans. Merci, Pierre. C'était une réponse tout à fait légitime à la grande question. Marc, je te relance parce que vu qu'on parlait de cas d'usage, les premiers cas d'usage que le gouvernement veut décider de procéder ou d'avancer, est-ce que tu es capable d'en parler à ce moment-ci? Parce que, comme disait Pierre, puis j'aime beaucoup son image des blocs Lego, là, il y a plusieurs cas d'usage, il faut que le citoyen s'y retrouve aussi, là. Mais les premiers cas d'usage que vous voulez déployer, ça ressemble à quoi dans votre plan d'action au cours des prochains mois, les prochaines années? Mais en fait, ce qu'on regardait beaucoup, c'est sûr qu'il y a l'authentification plus standard, là, dans le fond, à nos prestations électroniques de services gouvernementales qui sont prévues très, très court terme. C'est sûr que dans notre plan d'arriver dans la vision avec éventuellement le portefeuille numérique, ce qu'on aimerait, c'est outre pouvoir s'authentifier avec un justificatif qui est le portefeuille à des prestations électroniques de services, c'est de pouvoir offrir aux citoyens puis à l'écosystème le moyen de vérifier l'âge d'un individu. En fait, du vérifier l'âge, c'est oui et non. C'est selon les règles d'affaires de dire est-ce que la personne est vraiment correcte versus cette règle d'affaires-là. Je m'explique. À la SAQ, on a besoin c'est 18 ans et plus pour aller acheter de l'alcool.
La personne qui est là n'a pas besoin de savoir que je suis Marc Vézina, que je reste à telle place, etc. La seule chose qu'elle a besoin de savoir, c'est vraiment quelque chose à une divulgation sélective. Donc, c'est de dire, je suis majeur, donc j'ai 18 ans et plus, et je suis Marc Vézina. Donc, on veut aller vers des cas comme ça. Et aussi, on travaille un peu avec l'écosystème parce qu'il y a des besoins dans l'écosystème, puis on voit beaucoup l'approche de excusez la partie anglaise, le KYC, le Know Your Customer, savoir connaître le client. Au niveau des institutions financières, entre autres, c'est quelque chose qui est intéressant pour eux, entre autres pour tout ce qui est d'ouverture de compte bancaire, qui serait un processus de bout en bout en ligne. Donc, ça devient intéressant parce que je sais pas si pour vous, moi, je l'ai fait pour mes jeunes dernièrement, mais je suis obligé de me déplacer sur place avec mes enfants pour faire ouvrir un compte bancaire. Donc, ça devient quelque chose qui est vraiment intéressant pour le citoyen de pouvoir faire ça quand il en ressent le besoin, quand il est prêt, sans être obligé de se déplacer, prendre rendez-vous. J'ai le temps là, je commence là, je continue plus tard. Donc, c'est un peu tout ça là, de revenir aux besoins du citoyen et à l'événement quand lui est disponible pour le faire. C'est ça qui devient super intéressant. Mais des cas, écoute François, il y en a une multitude au niveau, on en voit gouvernemental. C'est sûr que nous autres, ayant déjà l'information, la circulation de l'information permet de facilement identifier des personnes au niveau du gouvernement du Québec. En tout cas, on veut faciliter ça. Avec l'écosystème, c'est là qu'il devient un plus intéressant. Donc, pour le citoyen dans l'écosystème, avec les autres provinces aussi, c'est pas pour rien qu'on travaille et on collabore avec les autres provinces. Tantôt, Pierre parlait d'interopérabilité, de pouvoir utiliser son identité, pas juste au Québec, mais de pouvoir l'utiliser ailleurs. Il faut comprendre aussi que dans l'écosystème, le secteur privé a souvent je donne des exemples, institutions financières peuvent avoir des banques ou des institutions ici au Québec, mais avoir en Ontario et ailleurs. Donc, eux, ça devient important aussi, ce volet d'interopérabilité-là, de pouvoir reconnaître tant une identité qui vient de l'Ontario, par exemple, ou du Québec. Donc, puis dans quelque chose qui est assez facilement interopérable et technologiquement facilitant à intégrer dans leur système. Donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on focus. Puis, Marc, compte tenu que c'est quand même pas un petit dossier, c'est pas un truc qui est sur juste les 12 prochains mois. C'est pas parce que vous êtes dans une année de réalisation puis qu'il va se passer quelque chose le 3 octobre 2022. C'est au-delà de ça. Je veux dire, c'est un plan d'action sur plusieurs années. Est-ce que, tu sais, à terme, on est sur combien d'années dans cette transformation-là? Écoute, c'est difficile de chiffrer le nombre exact d'années dans lesquelles on va être là-dedans parce que tout évolue. Ça, c'est une chose super importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai, bon, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle. On était venu vous voir puis en parler. On en a parlé sur beaucoup de tribunes. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de bien faire parce que à ce niveau-là, puis au niveau de l'identité numérique, de ce qui va être amené, on n'aura pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, il faut vraiment bien prendre le temps de faire les choses. Et on est au début de l'aventure. Parce que je le disais, là où est-ce que ça va donner une puissance, et plus il va y avoir d'intégration dans l'écosystème. Et tout ça va prendre du temps. Il va arriver aussi des éléments qui vont se rajouter par-dessus ça avec le temps. Nous, on a dans nos plans de tout ce qu'on appelle la représentation, tout l'aspect des personnes qui ont des mandats pour agir au nom d'une autre personne. Tantôt, Pierre disait pour son fils, Pierre est le père de ou le tuteur de. Ben, toute cette représentation-là, ça amène d'autres éléments. Donc, il faut construire ça aussi, il faut mettre ça en place, il faut que ça soit reconnu. Il y a tous des principes, tous des aspects législatifs qui sont à considérer quand on parle de mandat, entre autres, ou de représenter quelqu'un. Donc, écoutez, c'est un gros parcours, là. On a pour, honnêtement, des années dans cette aventure-là. C'est une aventure qui est à la base d'une transformation numérique de l'écosystème. C'est vraiment quelque chose de génial. Ce qui est quand même fascinant, puis j'aimerais ça que l'audience puisse comprendre vos gestes, parce que je pense qu'il y a une grosse job d'éducation puis d'information. Pourquoi Québec s'est donné le moyen, avec la loi 6, de créer un ministère? C'est pas juste un paquet de techno avec du monde en télécom puis plein de technologies. Pourquoi s'être donné les moyens de créer une loi qui a créé un ministère? Puis pourquoi avoir pris ce moyen-là pour accélérer la transformation de l'État et même à la limite de la province?
Mais en fait, ça devient un élément qui est une force de frappe. Tu sais, dans le fond, l'objectif était de donner une impulsion. C'est beau d'avoir des organisations, on avait à l'époque M. Kerr qui était ministre délégué. Oui, on avait quand même à cette époque-là un support qui était important, mais en ayant un ministre qui est là à la tête d'une organisation, qui a pour rôle principal de transformer l'État et d'amener des fondations comme ça, ben, ça amène une force de frappe qui est encore plus grande et ça nous donne la chance aussi de pouvoir s'adjoindre différents aspects, différents éléments de l'écosystème, avoir des partenaires, de pouvoir avoir justement des communications avec un peu tout le monde, puis on devient un point d'entrée intéressant pour ces gens-là au lieu que ça soit dispersé. Donc, je pense que le ministère de la cybersécurité et du numérique est un élément qui est crucial dans une transformation. Puis tu sais, c'est une première et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont emboîter le pas par rapport à ça parce que je pense que je dirais, un appui politique dans des travaux de cette envergure-là, c'est un gros plus pour assurer qu'on arrive à terme avec ces choses-là. On n'a pas besoin de convaincre notre ministre, de convaincre nos autorités de l'importance d'aller vers là. Ils sont déjà, eux autres, convaincus, ils en font la promotion. Ça, c'est très, très fort comme message pour une population. Pour être sûr que les gens comprennent, là, le ministère, il se rapporte à quelle unité au sein du gouvernement? Vous êtes transversal parce que vous allez avoir un impact dans l'ensemble des ministères, mais il faut vous rapporter à qui? Directement à M. Legault ou, bon, il y a M. Kerr qui joue un rôle, mais est-ce que c'est le Conseil du Trésor? C'est qui, à qui vous vous rapportez au niveau de la structure? En fait, au niveau de la structure, on est autonome. On a notre structure. Donc, comme tout ministère, on a notre propre cabinet. C'est sûr que M. Kerr fait partie du gouvernement et a des comptes est lié à M. Legault nécessairement. Et comme toute organisation, mais nous autres aussi, on a un lien maintenant avec le SCT parce que le secrétariat du Conseil du Trésor est là pour assurer une espèce d'encadrement. Il y a toute la révision qu'on doit faire par rapport à nos dossiers. Bon, on les fait avec le secrétariat du Conseil du Trésor, assurément. Mais M. Kerr est maître à bord de son ministère par rapport à ce qui doit être fait. C'est super intéressant. Pierre, j'avais une question pour toi. Parce que le ministère s'est donné ce moyen-là, quand toi, qui as passé ta carrière dans le secteur des plateformes transactionnelles, puis des paiements, puis des micro-paiements, puis beaucoup d'acronymes pour sécuriser une transaction, quand tu as vu la création quand tu as entendu parler du projet de loi 6, qui est devenu la loi 6, puis ainsi de suite, d'un point de vue extérieur, comment tu as vu ça, toi, en te disant, ça fait longtemps qu'on attendait, mais toi, comment tu as reçu ça de l'extérieur, cette espèce de nouvelle unité d'affaires qui se donnait des moyens législatifs d'avancer? C'est un moment très important parce que je pense que c'est une reconnaissance que au fur et à mesure que notre société se transforme, au fur et à mesure que le numérique prend place dans nos actions, dans nos relations, dans la façon dont l'on transige, on a appris beaucoup durant COVID aussi là-dessus, on a besoin de mieux protéger les citoyens. On a besoin de protéger les citoyens, de leur remettre en contrôle de ces informations. On a besoin de mettre les meilleures pratiques au niveau de la gestion de l'information, de les rendre accessibles aux citoyens. Donc, on n'est pas obligé, je reprends l'exemple de Marc, je suis pas obligé de montrer que je suis pas obligé de donner mon permis de conduire qui dit mon adresse, la couleur de mes yeux, etc., si j'ai juste besoin de démontrer que j'ai 18 ans. Donc, la minimisation de l'information qu'on partage est une meilleure pratique de protection de la vie privée. De réduire, d'avoir de l'information de confiance, de réduire l'information, c'est toutes des pratiques, des choses que l'on doit, que je pense que le citoyen demande. Je pense que les organisations aussi le demandent parce que on entend souvent parler, puis M. Kerr l'a dit dans le passé, pour beaucoup d'entreprises, l'information privée, c'est le pétrole du 21e siècle. Mais il faut se rappeler que le pétrole, c'est toxique aussi. Et puis, au fur et à mesure que nos lois évoluent et au fur et à mesure que les organisations ne reconnaissent pas la valeur et ne protègent pas suffisamment l'information personnelle de leurs citoyens, de leurs utilisateurs, il va y avoir des pénalités.
Et puis donc, c'est comment on est capable d'équiper. Je pense que c'est une reconnaissance gouvernementale de comment on est capable de mieux protéger et d'équiper les citoyens, puis comment on est capable d'appuyer nos entreprises pour être plus performantes. Il y a un rapport d'un grand cabinet conseil qui a évalué une amélioration du PIB national d'un pays, d'une province, possible de 3 à 6 % avec l'utilisation de l'identité numérique. C'est beaucoup d'argent. Je pense c'est 30 milliards. Je me rappelle pas. Je l'avais calculé. Je veux pas donner un mauvais chiffre, mais c'est beaucoup de milliards au Québec uniquement. Et puis je pense que ça positionne très bien le Québec pour mieux se desservir son écosystème, pour être capable de tirer son épingle du jeu à travers le Canada et à travers le monde. Donc c'est un beau moment. Puis peut-être la dernière chose que je veux dire, c'est qu'on commence à arriver. Je pense que le modèle d'identité numérique, il y a eu plusieurs évolutions. Il y a eu le modèle centralisé, il y a le modèle fédéralisé, il y a le modèle décentralisé. Il y a plusieurs sauces à l'identité numérique, mais je pense que l'état de l'art est maintenant tel qu'on est capable qu'on a réglé la majorité des problèmes systémiques de ces solutions-là, qu'on est capable de le déployer à grande échelle, qu'on est capable de le soutenir à grande échelle. La dernière chose qu'on veut, c'est tout mettre nos informations dans un endroit, d'avoir quelqu'un qui est capable de nous épier, qui est capable de savoir ce qu'on fait, puis que ça devient un gros trésor, le coffre à trésor pour les hackers. Ce qu'on veut, c'est un modèle qui est totalement différent de ça. On veut pas centraliser l'information, on ne veut pas être capable d'épier le citoyen ou l'utilisateur, même s'il y a de la collusion dans le marché. On veut redonner le contrôle aux citoyens et l'état de l'art aujourd'hui permet de faire ça. Pierre, as-tu l'impression que dans ce qui se passe, on est en train de construire l'avion pendant qu'il s'envole? On ne sait même pas si c'est sur le tarmac encore, puis ça a commencé à voler. Parce qu'il y a toute la notion des standards. Il y a beaucoup de standards qui arrivent sur le marché où est-ce qu'on se dit l'imputabilité, elle est où? Qui va l'assumer? Mais comment on réussit à gérer l'ensemble de ces nouvelles informations-là? Jusqu'où on doit éduquer, former, démontrer que tout ça existe, mais la portion standard, écosystème, et j'appelle ça, moi, des écosystèmes d'apprenants, parce qu'il y a comme une dépendance d'un élément avec un autre, puis comment on réussit à cristalliser de la confiance pour avancer? Mais il y a des standards à gauche, il y a des geeks au centre, il y a une gouvernance à droite, puis comment on réussit à s'en sortir pour livrer des choses qui vont faire du sens? Mais je veux t'entendre au niveau des standards, puis de cette forme d'imputabilité de service qui s'en vient éventuellement, parce qu'il y a quand même une responsabilité qui va être assumée, puis il y a une imputabilité qui va arriver d'un autre gouvernement pour dire, bon, François existe, comme Pierre existe, comme Marc existe, puis on a nos enfants, nos conjoints, mais standards et imputabilité, comment on l'aborde, ce débat-là? L'identité numérique moderne, je ne crois, n'est plus une question de technologie. Je crois qu'une fois on a certaines technologies, il y a différentes technologies pour résoudre sensiblement les mêmes problèmes. On va être capable de bâtir des ponts d'interopérabilité technique entre ces standards-là, ou que ça devient excessivement important. Et Marc en a fait allusion. C'est comment l'écosystème travaille ensemble pour être capable de dire, bon, si je reconnais ce document, ça c'est un document de confiance ou ce n'est pas un document de confiance. Ça, c'est une transaction qui a besoin d'être plus sécurisée qu'un autre. Et c'est dans la participation dans un écosystème, on pourrait dire un écosystème québécois de l'identité numérique, où le secteur privé et le secteur public vont être capables de travailler ensemble, de s'aligner sur les définitions, qu'on va être capable justement d'amener ça sur le marché. On ne peut pas. Il y a un très très grand risque d'avoir 8 avions. Si le secteur privé a sa solution, si le secteur public a sa solution, on n'a pas besoin d'un autre numéro d'assurance sociale qu'on doit juste utiliser dans certains cas très, très précis qu'on doit pas partager avec les autres. On n'a pas besoin d'un autre numéro d'assurance sociale. J'ai pas de besoin, le Canadien moyen, les recherches de ton organisation, François, a identifié que le Canadien moyen a plus de 90 identifiants
et de mots de passe avec différentes organisations qui ont. Ça, c'est juste en ligne. On doit faire mieux que ça. Et la façon de mieux le faire, c'est de collaborer, c'est de travailler autour de la même table, puis de s'entendre sur, pas sur la façon, pas sur nécessairement les transactions elles-mêmes ou la façon que l'information elle est partagée, mais sur les définitions des niveaux de confiance. C'est quoi un niveau de confiance? C'est quoi les niveaux de confiance qu'on applique à la qualité d'un document, à la qualité de l'identification, de l'authentification, etc. Puis une fois qu'on a un vocabulaire commun, on est capable de commencer à transiger. Puis encore une fois, revenir à l'exemple de Marc, ben c'est ouvrir un compte de banque demande un niveau de rigueur qui est beaucoup plus élevé que d'ouvrir un compte à la librairie ou au club social du coin. Donc, il faut être capable de tout faire ça d'une façon qui est claire et conviviale pour le citoyen. Et c'est pas 90 solutions 90 solutions, c'est pas clair et convivial pour le citoyen. Faut vraiment prendre on a parlé à plusieurs reprises, l'identité numérique centrée sur le citoyen, centrée sur l'usager. On peut pas leur donner 90 solutions. Il y a un nombre de solutions, il y a un petit nombre de solutions qui vont supporter une majorité des cas. Et ces solutions-là, ça peut pas juste être pour les geeks qui ont le nouveau téléphone, ils sont tout le temps connectés. Faut s'assurer de l'inclusion sociale, faut s'assurer que ça fonctionne avec ou sans l'Internet, avec un téléphone ou sans téléphone, avec les personnes qui sont moins confortables avec la technologie. C'est comme ça qu'on va faire avancer, que ça va en faire un succès. Je vois que Marc est d'accord aussi, puis je pense que le challenge, c'est pas de réinventer la roue. Il y a des choses qui existent déjà. Marc, je voulais t'entendre au niveau des standards, parce que quand on veut avancer, il y a des choses qui existent déjà. On est déjà en mouvement, on n'est plus en train d'étudier. Les cas d'affaires sont faits, il y a des cas d'usage qui ont été entérinés, là. Fait que comment on avance là-dedans avec certains standards qui existent déjà, puis pas réinventer la roue. Je pense que c'est super important. On a appris de beaucoup de choses dans les dernières années, mais comment vous abordez cette espèce les nouveaux standards? Parce que je pense que ça peut servir à établir cette fameuse confiance dans cette nouvelle gouvernance. Et tout est un petit peu embriqué. C'est un petit château de cartes, là. Mais comment tu arrives au niveau de quel standard on va entériner, quel standard on va vouloir utiliser pour être capable de déployer et d'apprendre aussi dans le processus? Pierre, j'adore ton image. Faut pas qu'il y ait 8 avions qui décollent en même temps, ça c'est évident. Mais comment on est capable d'avancer avec cette espèce ces standards? Parce qu'il y en a qui se définissent aussi en cours de route. Il y a des trucs qui sont internationaux, il y en a qui sont géolocalisés, mais comment tu abordes ça au niveau des choix? Parce que tu es quand même l'architecte principal, là. Je veux dire, c'est un ensemble comme on dit en français, de macramé technologique, là. Mais comment tu abordes ça au niveau des standards, Marc? Ben, c'est sûr que d'avoir une collaboration de certaines personnes qui maîtrisent bien ces standards-là, ça devient super important, primordial dans ce contexte-là. L'autre élément super important, c'est de pouvoir contribuer à ces standards-là et à l'évolution. Tu l'as dit toi-même, François, il y en a encore déjà qui ont des premières versions, qui s'en vont vers des versions 2, qui font évoluer, qui avancent, qui évoluent. DIAC, entre autres, avec le PCTF, le PCTF, et là est une référence qui nous a guidés dans nos choix. Pierre en a parlé tout à l'heure. Je pense que on a des choix à faire. On a des choix à considérer. C'est sûr que tout l'aspect collaboratif avec les partenaires devait voir où est-ce que tout le monde s'en va. Ça aide aussi dans le choix de qu'est-ce qu'on doit prendre comme standard ou qu'est-ce qu'on privilégie comme standard. Mais un des éléments, outre le standard, qui est super important puis sur lequel je voulais amener, puis Pierre en a fait un peu mention, une fois que tu as ton cadre de confiance, tu connais un peu les standards technologiques parce que une chose est sûre, on ne veut pas réinventer la roue, tu l'as dit, on ne veut pas s'inventer un cadre de confiance, on ne veut pas se réinventer un protocole ou des choses. Il y a des choses qui existent. C'est ces choses-là qui vont nous permettre de pouvoir être interopérables. Mais il y a tout l'aspect de gouvernance qui vient autour de ça, qui est super important. Pierre le mentionnait. Ce qui fait
un écosystème de confiance, ben c'est la confiance qu'on a dans cet écosystème-là. Je pense qu'une des meilleures manières d'y arriver, c'est d'avoir le plus de transparence possible, justement sur qu'est-ce qui est le cadre qui nous guide, c'est quoi les processus qu'on a mis en place pour dire qu'on certifie des émetteurs, eux, ils font partie des émetteurs de confiance. Tout cet élément-là est super important dans la mise en place de l'écosystème d'identité numérique et l'identité numérique. Pierre parlait aussi, puis ça, je vais l'aborder un peu, là, c'est parce que c'est très, 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 très important, tout l'aspect de la fracture numérique. On parlait d'inclusion. C'est important aussi, tous les avantages que procure, là, on a fait des choix, on parlait d'une application mobile, mais il faut penser out of the box, faut penser à l'extérieur de la boîte pour tout ce qui est du reste, parce que c'est pas tout le monde, justement, qui a un téléphone qui est un geek, comme Pierre le disait, et qui a sur la dernière version du téléphone. Donc, ces personnes-là, il faut voir comment eux aussi peuvent avoir les bénéfices de tirer profit des bénéfices de l'identité numérique. Donc, ces réflexions-là, on les a. Puis, rappelez-vous que le MCN, c'est important pour lui, tout l'aspect de la facture. On ne veut pas, justement, agrandir le fossé entre ceux qui, à cause de nouvelles solutions, de nouvelles technologies. Justement, il faut considérer l'ensemble de la population là-dedans. Je voyais, entre autres, un des éléments qu'on considérait, tout l'aspect de la connectivité. C'est sûr qu'il y a des éléments là, dans les zones où est-ce que c'est plus difficile, comment on va faire pour arriver et à pouvoir utiliser une identité numérique. C'est des super bonnes questions auxquelles on doit trouver des réponses. Il doit y avoir des projets porteurs qui doivent aller vers là pour pousser tout l'aspect de connectivité partout. Parce que c'est ça qui va nous amener un peu plus à avoir de l'attitude sur ce qu'on va amener comme solution dans le futur. Puis je pense qu'il faut être honnête dans cette démarche-là aussi. J'assistais à une conférence il y a plus de 3 ans où M. Fitzgibbon était présent. Puis dans cette conférence-là, on parlait de quantique, puis on parlait qu'il y avait certaines régions au Québec qui n'avaient même pas du 5 mégabits puis de la haute vitesse. Fait qu'il y a comme quelque chose qui se passe, puis il y a des régions qui sont pas toutes couvertes, donc ça revient à cette forme d'inclusion, parce que c'est pas juste dans les grands centres que l'ensemble des privilèges doivent être là. Il y a aussi beaucoup de choses qui se fait d'un point de vue régional. Le DigiHub contribue aussi à ce rayonnement-là. Mais c'est fascinant parce que on parle de quantique à gauche, puis il n'y a même pas du 5 mégabits dans certaines régions à droite, mais on est là pour faire. Et donc, il faut être patient. Je pense qu'il faut être patient pour avancer, poser les bonnes questions. Je dis souvent, si vos hypothèses sont bonnes, on est capable de trouver les cas d'usage et les dossiers d'affaires, mais donnons-nous, en tout cas, c'est ce que je souhaite, puis c'est un petit peu le rôle de cette conversation-là aujourd'hui, parce que quand on parle d'éducation, confiance et transparence, faut se donner le temps de faire les bonnes choses. Puis Marc, je vois que tu réagis déjà, mais faut se donner ce temps de qualité-là, à mon avis. C'est le succès. Si la première dalle de béton est bonne pour établir cette maison-là, ça se peut que le reste tienne bien. Tout à fait. Puis regarde ce que tu dis, c'est la base, François. Il faut se donner le temps, tu l'as dit. Il faut pas penser que tout va arriver tout d'un coup non plus. Faut pas penser non plus qu'on va retirer tout ce qui existe actuellement tout d'un coup non plus. Tu sais, les cartes, tantôt Pierre parlait du permis de conduire, la carte de plastique, oui, c'est vrai qu'elle donne plus d'informations. C'est pas nécessairement une approche avec minimisation de données, mais elle sera encore utilisée pendant un certain temps. On le disait, c'est le début de l'aventure. C'est une aventure qui va perdurer, qui va durer pendant des années. Donc, il va falloir voir comment tout ça. Puis, au fur et à mesure que les années vont avancer, aussi, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y aura des nouveaux besoins qui vont poindre. Il y a des nouveaux besoins qui vont arriver. Il va falloir les considérer. Donc, nous autres, notre approche, c'est de pouvoir aller régulièrement avec l'écosystème, tant le citoyen en tant que tel, que les organismes publics ou le secteur privé pour voir c'est quoi ces nouveaux besoins-là et adapter notre fameuse la solution et tout ce qui va être fait du point de vue de l'identité numérique pour que ça réponde clairement aux besoins de tout le monde. C'est ça l'important dans tout ça. Là. Puis, Pierre, j'ai envie que tu répondes aussi, mais en même temps, Marc, j'ai envie de te relancer. Quel rôle le Québec veut se donner dans cette francophonie-là? Il y a une francophonie canadienne, on s'entend, là. Mais quel rôle le Québec veut se donner dans cette francophonie-là? Je vais laisser Pierre parler parce que pour moi, c'est un ensemble de solutions, mais Pierre, quel rôle tu as envie de te donner dans cette francophonie pour l'outiller à avancer? Qu'est-ce que tu as envie de faire exactement? Elle est où ta contribution pour cette francophonie?
Le Canada, le Québec, le Canada est reconnu à plusieurs niveaux dans plusieurs pays comme un leader au niveau de la façon d'approcher le problème dans l'approche centrée citoyenne. Et on n'est pas juste des leaders d'opinion, des leaders de pensée, on est aussi des leaders au niveau de l'implémentation. On voit des implémentations d'identité numérique à grande échelle du secteur privé. On connaît les plans du secteur public, les plans de marque, il nous en a parlé tantôt. Il y a les autres provinces canadiennes. Donc, les babines ont l'air de suivre les bottines à ce niveau-là. Cette expérience pratique-là va nous permettre, on est en train de développer un savoir, on est en train de développer des connaissances qui sont hautement exportables. La façon qu'on s'identifie, la façon qu'on transige au Canada, c'est très, ça marche en Australie, ça marche dans les autres pays qui partagent les mêmes valeurs. Et je pense, Marc, tu peux poursuivre parce que je pense qu'on dans cette continuité-là. Pierre était trop dans l'émotion, donc c'est pour ça. Non, sérieusement. Tu vois comment il contribue à la francophonie. Non, mais c'est un point important, puis il s'en allait. Tu hochais de la tête. Oui. Là. Tu peux continuer. Je pense qu'on a la même ambition. En fait, je pense qu'on a appris de certains là-dedans. Tout le monde a fait des preuves de concept. Tout le monde a mis les mains à la pâte pour avancer. Ce qu'on peut faire maintenant, le Québec, je pense, c'est de pouvoir redonner aux autres, de partager notre expérience, de voir qu'est-ce qu'on a fait, tant du point de vue utilisateur, parce que, tu sais, ça paraît pas là, mais tu sais, c'est pas juste, comme tu le disais tantôt, une histoire de geek, de techno, que c'est un trip technologique. On a quand même une équipe de UX, d'expérience utilisateur, d'expérience client qui sont là pour être sûr, puis qui sont régulièrement en contact avec des gens pour aller voir est-ce qu'on était bien aligné, est-ce qu'on est correct, est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a des choses, ça vous parle dessus. Tous ces éléments-là, cette approche-là qu'on a décidé de prendre, je pense qu'on peut la partager avec les autres pour être sûr que pour certains qui sont déjà démarrés, de voir s'ils sont bien alignés, et pour d'autres qui sont prêts à démarrer, écoutez, on peut devenir un élément, une espèce on peut donner de l'impulsion à leur initiative avec le partage qu'on peut faire avec notre expérience. Puis, tu sais, juste Pierre, le Labo IDN, aussi de son côté, tout ce qu'on a fait, les échanges qu'on a avec le Labo IDN sur, entre autres, tout l'aspect éducationnel, c'est un élément à ne pas négliger, là. Puis ça, c'est un élément sur lequel tout le monde, puis du point de vue de la francophonie, qu'on parle le même langage, c'est super important là, parce que on entend toutes sortes de choses. C'est pas nécessairement tout le temps bien compris, bien saisi par le citoyen. Mais il faut que le citoyen soit vraiment rassuré, comprenne bien vers où on veut s'en aller, puis de quoi on parle concrètement. Parce que tu sais, aujourd'hui, on se parle via une plateforme, on a une identité numérique. Mais tu sais, d'avoir une identité numérique, c'est une chose. D'avoir une identité numérique fiable et sécuritaire, c'est une autre chose. C'est vers là qu'on veut s'en aller pour aider les citoyens à pouvoir interagir en toute confiance dans leur écosystème. C'est vraiment ça qu'on vise à faire. Puis j'aimerais ça reprendre l'expression que Pierre a employée parce que je pense qu'on a une approche au niveau des problèmes qui est assez unique. On est en mode écoute, à la limite un petit peu d'empathie par rapport à cette démarche-là. Puis de créer, dans le fond, cette forme d'acceptabilité sociale de système. Mais Marc, là, j'ai envie de te mettre le spotlight sur toi et sur, dans le fond, le ministère. Comment le ministère veut contribuer dans cette fameuse francophonie-là? Il y a une francophonie canadienne, nationale. Il y a aussi une francophonie internationale. Il y a même des collègues qui m'ont dit, parce qu'on est toujours dans cette mouvance-là vers le sommet de la francophonie en Tunisie au mois de novembre 2022, ce qui devait avoir lieu l'année dernière. Mais il y a d'autres collègues qui m'ont dit, François, même au niveau du Commonwealth, le Canada fait partie du Commonwealth. Il y a des pays francophones au sein du Commonwealth. Bien là, la question, c'est comment le ministère et comment Québec veut contribuer à cette francophonie-là? Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Bien, écoute, je ne peux pas me prononcer pour l'ensemble du ministère par rapport à si on là-dedans, naturellement. C'est sûr que vous le savez, on a à cœur tout je reviens sur le partage, l'importance du partage et de la collaboration avec tout le monde. Donc, je pense que si on a un certain leadership aujourd'hui, c'est important de pouvoir partager, de pouvoir
comme je disais, donner une impulsion aux autres qui font partie comme tu le disais, de la francophonie, du Commonwealth. C'est des éléments, puis souvent, c'est des environnements, des écosystèmes qui se ressemblent un peu. Donc, ça nous permet un peu plus de vraiment faire un partage qui est beaucoup plus complet. Donc, c'est vraiment, je pense, comme ça qu'on peut y aller d'entrée de jeu. Beaucoup dans la collaboration, le partage. C'est sûr que nous autres, avec le reste du monde, le reste de la francophonie, ben c'est sûr que l'identité numérique, comme je le dis, c'est pas juste une chose du gouvernement du Québec, c'est la chose de tout le monde. Donc, je pense que tout le monde a une contribution de s'assurer qu'on est capable d'interagir entre nous, qu'un citoyen puisse aller d'une place à une autre et que son identité soit reconnue. C'est aussi des choses qu'on veut faire avec nos partenaires du fédéral et les autres provinces. Donc, non, je pense que c'est beaucoup vers là qu'on veut. C'est un peu la contribution en tout cas, que moi, à mon niveau, je peux dire que je suis en mesure de pouvoir apporter. C'est sûr que je suis toujours ouvert, je suis toujours disponible pour partager notre expérience, voir ce qu'on a fait. Puis d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire là, même juste pour information, on le fait dans une approche ouverte. C'est dans une communauté ouverte. Donc, c'est important pour nous autres de pouvoir redonner. Donc, pour ceux qui ne seront pas à la même place, partiront pas de zéro. Juste des éléments qui sont super importants. Pierre, désolé pour le petit glitch technique, mais dans ton envolée que Marc a récupéré, tu peux repartir avec le vent dans les voiles, mais dans quelle direction tu allais? Parce qu'ultimement, on parle de contribution pour la francophonie. Là. En quoi, pour continuer ton envolée, jusqu'où tu voulais aller? Je sais pas où j'ai perdu la ligne. Je sais pas où j'ai perdu la ligne. Donc, je m'excuse, j'ai perdu le fil. J'ai un petit peu paniqué. J'ai un petit peu paniqué avec la perte de communication quand j'ai déconnecté. Donc, c'est quoi peux-tu me redonner le contexte, s'il te plaît? Je m'excuse. Je pense que c'était d'arriver à avoir encore maximiser cette fameuse vélocité, de la collaboration, de la contribution. Puis, si le Québec est en train d'établir quelque chose de fondamental d'un point de vue national, ben, elle peut aussi le décliner vers de l'international. Mais comme on s'était dit déjà d'emblée, on peut marcher, puis c'est normal de marcher avant même de commencer tranquillement, mais comment on va contribuer d'un point de vue national et international dans cette francophonie-là? Puis ultimement, comment le laboratoire pourra y contribuer? Tu sais? Oui, je me rappelle maintenant, merci. Le Canada est reconnu. Il y a beaucoup de gens, puis c'est un thème qui revient souvent, il y a beaucoup de gens qui demandent c'est quoi qu'il y a dans l'eau au Canada. Parce que le niveau de thought leadership là, de la pensée, la direction qui est donnée à ça, quand on regarde aussi au niveau des implémentations qui ont lieu, des implémentations à grande échelle du secteur privé, du secteur public, l'écosystème suit, l'écosystème va de l'avant, apprend, collabore. Marc a parlé de travaux ouverts, puis de collaboration, puis de se joindre ensemble. Ça, on le voit. Et je pense que ce savoir-là, premièrement, ce modèle-là, on peut l'appliquer à l'international. Puis je m'excuse si je me répète, j'ai aucune idée où j'ai perdu la ligne. Non, mais ouvrir un compte bancaire au Canada, c'est sensiblement le même qu'ouvrir un compte bancaire en Australie. Donc, dans les grands pays démocratiques, qu'est-ce qu'on est en train de développer, de développer et d'améliorer ici? Je pense qu'on est capable de l'exporter et on le voit déjà au niveau du laboratoire. Le laboratoire, on est unique dans notre focus au niveau de l'identité numérique, mais le modèle d'affaires qu'on utilise, le modèle de service, de promotion de la conformité, promotion de l'interopérabilité. Ce modèle-là, il existe dans le domaine du paiement, il existe dans le modèle de la télécom. Il faut investir dans ces activités-là parce que ça arrive pas naturellement, ça arrive pas tout seul dans la nature. Faut appuyer, faut confirmer l'interopérabilité. Mais ça, on est capable de le faire à l'intérieur du Québec, par exemple, entre le secteur public et le secteur privé. On est capable de le faire à l'intérieur du Canada au niveau pan-canadien. On est capable de le faire à l'international
où, par exemple, le Canada est en discussion avec la Commission européenne, puis on regarde ça serait quoi les véhicules, ce serait quoi les façons qu'on serait capable d'avoir une reconnaissance mutuelle des diplômes électroniques. C'est une forme d'identité numérique, c'est un document qui est important. Donc, assurément, le Canada est en très bonne position pour être capable d'exporter ce savoir-là et d'exporter la technologie, exporter le savoir et d'assurer un avantage compétitif à nos organisations puis aux provinces, aux économies des provinces et des territoires et du Canada. Donc, c'est faisable, c'est réplicable. Oui, vas-y, Marc, vas-y. Oui, excuse-moi, François. Je peux faire du pouce sur ce que Pierre dit. Ce que je trouve intéressant, puisque le labo pourrait devenir ça pourrait devenir un élément, une pierre angulaire, une pierre d'assise, dans le fond, pour la francophonie, pour pouvoir venir voir ce qui se fait ou qu'est-ce qui a été fait, puis pouvoir faire des liens. En tout cas, par expérience avec le labo, c'est une très bonne expérience qu'on a avec eux. Je pense qu'il est capable de faire des liens intéressants. Il y a un réseau qui est fort intéressant aussi, donc je pense que ça pourrait être très profitable pour les gens. Puis, du point de vue, quand ça vient un peu de l'extérieur, de l'international, que ça vienne du Canada, une belle pierre d'assise comme ça, ça peut être intéressant de pouvoir aller là puis se rejoindre. Là, il y a toutes sortes de choses qui sont offertes. Donc, je pense qu'avec l'offre qu'il a, ça peut devenir des éléments qui peuvent être intéressants pour faire progresser les gens, faire évoluer d'autres. Donc, c'est vraiment très intéressant comme approche. Et pour rendre les choses extrêmement concrètes, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, mais j'ai deux questions. Une question très simple pour chacun de vous deux, puis après, Maude va m'accompagner au niveau des questions. Marc, ton prochain livrable, c'est quoi? Puis dans combien de temps? Mais en fait, là, présentement, je dirais, on focus beaucoup sur notre solution d'authentification gouvernementale qui était un peu l'évolution du fameux Click Secure qu'on avait, mais aussi où on est rendu déjà les mains dans tout l'aspect du portefeuille numérique avec le registre de preuves. C'est là qu'on travaille, qu'on collabore quand même très fortement avec d'autres provinces à ce niveau-là. Donc, on avance très, très rapidement avec ça. On essaye, puis je ne veux pas m'avancer sur des dates parce qu'on ne sait jamais tout. Vous le savez, là, ça amène des expertises de pointe. La capacité n'est pas nécessairement tout le temps simple à trouver, mais on fait tout ce qu'on peut pour arriver le plus rapidement possible. Puis essayer de trouver des solutions justement pour livrer ce qu'on appelle un produit minimum viable et de le faire évoluer itérativement. Donc, d'arriver avec quelque chose, une première version, quelque chose qui, oui, va être top sécuritaire, mais peut-être qu'au du point de vue des fonctionnalités, aura des fonctionnalités de base qu'on fera évoluer dans le temps. Donc, on a vraiment dans les objectifs et on focus beaucoup, vous le savez, c'est la priorité du gouvernement. C'est une de nos priorités. Du point de vue, entre autres, du MCN, c'est clair que je vois les actions sont concrètes au niveau on s'organise pour avoir de la capacité sur ce projet-là, donc pour que les choses avancent. Donc, je dirais, là, première chose, c'est d'essayer d'arriver puis de notre nouvelle mouture du service d'authentification gouvernementale. Et après ça, rapidement, là, un petit peu plus tard, d'arriver avec le fameux portefeuille numérique. Pierre, de ton côté, ton prochain livrable, c'est quoi? On a beaucoup de livrables. On a l'opportunité de travailler avec un nombre de compagnies du secteur privé et 5 juridictions pan-canadiennes, 5 juridictions canadiennes, donc on en a plus qu'un. Celui que je pensais il y en a deux qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, très technique, une revue d'une librairie de cybersécurité qui est utilisée ou que certaines juridictions pensent utiliser à l'intérieur de leur projet. Donc, une des règles en protection de la vie privée ou en cybersécurité, c'est de faire confiance, mais de vérifier. Alors, c'est ce qu'on fait. On fait confiance à la librairie. C'est une librairie. Les juridictions utilisent une librairie à code ouvert, mais il n'y a personne qui a pris le temps en ce moment, qui a pris le temps dans le passé de vraiment regarder, d'ouvrir, de regarder, de s'assurer que tout est fait dans l'état de l'art. Ça, c'est une de nos contributions qu'on amène au marché, qui va être partagée entre plusieurs juridictions et secteur privé. De façon plus large, on appuie aussi, on fait des évaluations de conformité.
Donc, en identité numérique, on rejette, je m'appelle Pierre-Antoine, faites-moi confiance, on rejette ce genre de phrase-là. Par contre, on permet encore, au fur et à mesure que l'industrie va prendre la maturité, on va être capable de dire, mon produit, il est conforme aux standards X, Y ou Z, et on a une organisation indépendante et de confiance qui a fait des tests et qui confirme ça. Et on fait ce genre de travail-là au niveau de différentes solutions d'identité numérique, soit des portefeuilles ou des solutions émettrices. Chers collègues, merci parce que je pense que le thème, on voulait mettre la table sur éducation, confiance, transparence dans les données numériques. Puis on a parlé de la loi 6 et à quoi ça s'applique. Je pense qu'on vient de casser la glace sur comment avancer, quoi faire. J'apprécie beaucoup votre générosité de venir dans ces aventures-là pour parler de vos mandats, de vos livrables. Puis c'est un petit peu moi, mon mandat dans l'écosystème du CIAN et du DIAC, d'en parler puis de rendre ça accessible parce que si les gens savent que ça existe, ben ça amène de l'action. Et pour reprendre une expression d'un collègue dans un autre meeting, comme on dit, less memo, more demo. Et donc, on est vraiment dans cet univers-là aujourd'hui. Mais il faut pas sauter d'étape. J'ai envie de donner la parole à Maude qui peut avoir certaines questions de notre audience. Mais Pierre et Marc, merci beaucoup de votre générosité. Ils vont prendre des questions que Maude a eues de l'audience. Merci beaucoup. Mais merci François, merci à vous deux messieurs. Donc, on a des questions dans le chat effectivement. S'il y en a qui n'ont pas encore posé leurs questions et qui voudraient interagir avec les panélistes, c'est le temps. Donc, ne vous gênez surtout pas. Donc, une première question qu'on a. Cette transition donc vers l'identité numérique va-t-elle être inclusive, surtout dans des zones rurales ou qui seraient moins connectées? En fait, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est un point qu'on a abordé qui nous préoccupe, tout l'aspect, entre autres, de la fracture numérique, du fossé qu'il peut y avoir, entre autres à cause de la connectivité. C'est un élément qui est considéré, c'est assurément pour que le plus de monde possible puisse tirer profit des bénéfices de l'identité numérique. Donc, c'est un point. C'est sûr que ça ne dépend pas nécessairement tout le temps que du MCN, du ministère de ministère de la Sécurité du numérique. Il y a d'autres collaborateurs là, qui ont déjà des projets en cours pour justement s'assurer d'une certaine connectivité. François tout à l'heure le disait, là, ironiquement, des fois on parlait du quantique d'un côté et on ne veut même pas du 5 mégabits de l'autre côté. Donc, il y a des travaux assurément qui avancent à ce niveau-là. Et comme je le disais, c'est une grande aventure. Donc, c'est pas demain matin que tout va arrêter, qu'on va se départir de toutes nos cartes qu'on a actuellement. Les mécanismes actuels vont continuer. Mais c'est sûr qu'on travaille fort pour que c'est possible de tirer profit d'identité numérique fiable et sécuritaire. Maude? Oui, donc une deuxième question d'Alexandre Lamarre qui nous demande « Le gouvernement fédéral semble offrir le choix parmi 2 ou 3 solutions d'identité numérique existantes lors de l'ouverture de compte ou autres transactions. » en lien notamment avec les arguments de M. Pierre Roberge. Est-ce que la solution de Québec pourrait faire partie de ces choix offerts au fédéral? Et est-ce que Québec pourrait offrir à son tour ces autres solutions présentement disponibles? Pierre, je pense que ça l'est pour toi. En fait, assurément. Oui. Pierre, vas-y. Je vais proposer, je suis sûr que l'audience va vouloir entendre Marc, mais je crois que l'organisation qui accepte un document numérique ou qui accepte un document quel qu'il soit, c'est cette organisation-là qui prend le risque. C'est cette organisation-là qui a des règles, des règlements à l'interne qui dit est-ce que le document que j'accepte supporte mon modèle d'affaires, supporte ma gestion des risques. Et si la méthode, la façon le document le permet, c'était habituellement, certainement dans le domaine du paiement, c'est démontrer qu'on a un meilleur engagement, qu'on a plus de participation au fur et à mesure qu'on augmente les façons, la convivialité de la solution pour le citoyen ou l'usager. Donc, je pense que c'est
la question est peut-être politique ou la question au niveau technique, c'est vraiment au niveau de la gestion des risques. Et Québec pourra décider si elle reconnaît les documents des autres provinces, de la même façon que les provinces pourront décider s'ils reconnaissent les documents du Québec. On revient encore une fois aux règles de gouvernance et au vocabulaire commun de dire, bon, mais c'est quoi les définitions communes pour être capable de mesurer le risque et d'accepter ou de rejeter ce risque-là. Comment? Marc, est-ce que tu veux correct, répondre? Marc? Oui, mais c'est bon. Je pense que la réponse de Pierre est excellente. Mais tu sais, déjà, puis pour répondre à Marc, dans le fond, je comprends très bien le point. D'ailleurs, on a des discussions à ce sujet-là avec nos collègues, entre autres du fédéral. Donc, la beauté de la chose, c'est que on s'organise actuellement dans la mise en œuvre de notre solution pour utiliser des protocoles ou des choses qui sont plus standards, donc plus ouverts. Donc, pour faciliter justement l'intégration le moment venu avec d'autres entités. C'est sûr que pour un citoyen du Québec, de pouvoir utiliser son identité pour s'authentifier à des services, mettons, du fédéral, c'est quelque chose qui pourrait être fort intéressant et vice-versa. Là, c'est des choses qu'il faut regarder dans le futur. Mais on travaille aussi dans cette approche-là, entre autres avec le projet pour le portefeuille, tout l'aspect d'interopérabilité, ce qu'on regarde en attestation vérifiable, de pouvoir reconnaître ce qui provient des autres provinces, justement pour être utilisé dans nos systèmes. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est très conscientisé et sur lequel on travaille. Et c'est quelque chose qui est déjà aussi, qui est déjà fait, qui est déjà en production. Aujourd'hui, un citoyen de la Colombie-Britannique ou un citoyen de l'Alberta est capable de consommer des services numériques du gouvernement fédéral. Donc, je pense que déjà on voit déjà un intérêt et une capacité de le faire. Ça devient plus une question quand Québec aura son offre ou les autres ou d'autres joueurs. Exact. Merci. Maude? C'est bon? C'est bon pour les questions, oui. Messieurs, un grand merci. On a déjà accompli, imaginez-vous, un bon 75 minutes ensemble. On aurait pu jaser encore, mais moi, je vais continuer. Vous pouvez continuer à être sur vos livrables. Je pense que c'est un débat qui commence. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'éducation, être de plus en plus transparent, partager de ce qui se fait, puis d'être capable de marcher avant de courir parce que ça va prendre quand même du temps. Et la bonne nouvelle, c'est que des assises qu'on est en train de faire tout le monde ensemble, puis je m'en porte aussi en partie responsable parce que mon travail, c'est de poser des questions parce que je suis curieux puis je veux en apprendre. Puis je dis souvent, si les questions sont bonnes, les hypothèses sont bonnes, on peut aller plus loin par la suite. Puis comment ce melting pot-là peut tenir pour grandir d'un point de vue national et même international. Puis c'est comme ça qu'on peut contribuer à notre francophonie, mais aussi comme citoyen engagé à vouloir faire des choses qui ont du sens, tout simplement. Un gros merci et on va sûrement se recroiser très bientôt. Au plaisir, Pierre, et au plaisir, Marc. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée tout le monde. Merci.